Je m'appelle Léa et j'ai 27 ans. Pendant les 13 années qui ont suivi mon accident, ma mère a raconté à tout le monde que j'allais mieux, que j'étais pratiquement guérie, disait-elle avec ce sourire parfait qu'elle maîtrisait si bien. Mais lorsqu'elle a installé des caméras dans notre salon et a exigé que je me lève pour le prouver, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il ne s'agissait plus de ma guérison. Il ne s'en était jamais agi. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour d'autres histoires sur ces secrets de famille qui changent tout. J'ai appris que l'amour peut porter bien des masques. Ma mère, Valérie, m'a bien enseigné cette leçon. De l'extérieur, elle est tout ce qu'une mère dévouée devrait être. Attentive, bienveillante, toujours à mes côtés. Mais derrière les portes closes, quand les caméras s'arrêtent de tourner et que les invités rentrent chez eux, son visage se transforme en quelque chose que je n'arrive toujours pas à nommer, quelque chose de froid, quelque chose d'affamé. Cela fait 3 ans depuis l'accident. 13 années depuis cet accident de voiture qui m'a laissé partiellement paralysée à partir de la taille, confinée dans ce fauteuil roulant qui est devenu à la fois ma prison et mon seul moyen de liberté. Les médecins ont dit que j'avais de la chance d'avoir survécu. Ma mère a dit que j'avais de la chance de l'avoir. Peut-être qu'autrefois, j'y croyais. Le matin de son déjeuner caritatif, je me suis réveillée au son de ses talons claquant dans le couloir. Des bruits secs et déterminés qui me nouaient toujours l'estomac. Elle a poussé la porte de ma chambre sans frapper. Elle ne frappait jamais, affichant ce sourire éclatant qu'elle réservait aux heures comprises entre le lever du soleil et l'arrivée du premier invité. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle chantonné, bien que ses yeux me scannent comme si j'étais un projet nécessitant des réparations. « C'est le grand jour. Rendons-toi présentable. » Elle m'a aidée à enfiler la robe qu'elle avait choisie. Bleu poudré avec de la dentelle délicate au col, quelque chose qui me donnait l'air douce et fragile, exactement l'image qu'elle voulait projeter. Ses mains étaient efficaces alors qu'elle ajustait mon col, lissait mes cheveux, m'arrangeant comme une poupée sur une étagère. Puis, alors qu'elle fermait le dernier bouton, sa voix est tombée dans un murmure que seul moi pouvais entendre. « Essaie de ne pas tout ramener à toi aujourd'hui. » Les mots ont atterri comme des pierres sur ma poitrine. Je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire. Je voulais lui rappeler que je n'avais pas demandé à être exhibée devant ses amis de la haute société. Mais mes mains ont trouvé les accoudoirs de mon fauteuil, tremblant légèrement. J'avais appris que le silence était plus sûr. À midi, notre maison s'était transformée en une vitrine d'élégance. Nappes blanches, fleurs fraîches, flûtes de champagne capturant la lumière du soleil. Des femmes en robe de créateur s'embrassaient dans le vide tandis que ma mère flottait à travers la foule comme une reine tenant sa cour. Et moi, on m'a roulée au centre du salon, positionnée là où tout le monde pouvait me voir, où tout le monde pouvait admirer le dévouement de ma mère. C'est là qu'elle s'est transformée. La femme froide qui m'avait habillée ce matin-là a disparu, remplacée par quelqu'un de chaleureux et radieux. Elle a posé sa main sur mon épaule, un geste qui semblait protecteur mais qui ressemblait à une revendication de propriété, et s'est adressée à ses invités avec ce trémolo travaillé dans la voix. « Vous connaissez tous ma Léa », a-t-elle dit, serrant mon épaule un peu trop fort. Elle a été si courageuse à travers tout ça, et je dois dire qu'elle s'améliore chaque jour. Honnêtement, elle est pratiquement guérie. Pratiquement guérie. Les mots résonnaient dans ma tête alors que je sentais des dizaines d'yeux se tourner vers moi, scannant mes jambes, mon fauteuil, cherchant la preuve de cette guérison miraculeuse que ma mère venait d'annoncer. Mon visage brûlait. Je voulais m'enfoncer dans le parquet. Une dame âgée avec des perles s'est penchée en avant, son sourire condescendant. « Oh, c'est merveilleux! Tu arrives déjà à tenir debout, ma chère? » Avant que je puisse ouvrir la bouche, la voix de ma mère a coupé court. Oh, elle fait sa modeste. Ses doigts s'enfonçaient plus profondément dans mon épaule. Elle est plus forte qu'elle ne le laisse paraître. Je me suis mordu l'intérieur de la joue assez fort pour sentir le goût du sang. C'était sa performance, pas la mienne. Je n'étais que l'accessoire. La sonnette a retenti et le visage de ma mère s'est illuminé comme un matin de Noël. « Ça doit être la journaliste », a-t-elle soufflé. Son excitation authentique pour la première fois de la journée. Elle se battait depuis des mois pour figurer dans la rubrique d'un magazine local mettant en lumière les parents d'enfants aux guérisons miraculeuses. Peu importe que ma guérison soit toute sauf miraculeuse. Peu importe que je ne sente toujours pas mes jambes la plupart du temps.
La journaliste était une jeune femme aux yeux gentils, munie d'un enregistreur numérique. Elle s'est installée dans le fauteuil en face de moi, et pendant un instant, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que quelqu'un me demanderait enfin comment je me sentais vraiment. Peut-être que quelqu'un verrait au-delà de la comédie de ma mère. « Léa, » a commencé la journaliste doucement, « quels sont les défis auxquels vous faites face au quotidien? » J'ai ouvert la bouche, cherchant des mots honnêtes. La vérité était compliquée, la douleur physique, oui, mais aussi l'isolement, la pression constante de m'améliorer selon le calendrier de quelqu'un d'autre, le poids d'être à la fois visible et invisible. Mais le rire de ma mère a traversé l'air comme du verre brisé. Des défis? Oh, elle exagère. Léa a toujours été un peu dramatique. Elle a agité la main avec dédain. La vérité, c'est qu'elle marchera d'un jour à l'autre. Nous le savons, le savons. Le stylo de la journaliste s'est arrêté sur son bloc-notes. Elle m'a regardé et j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Du doute, peut-être, ou de l'inquiétude, mais elle n'a pas insisté. Personne n'insistait jamais quand ma mère était dans la pièce. Je me sentais rétrécir, devenant de plus en plus petite jusqu'à n'être plus qu'une histoire que ma mère racontait. Pas une personne, pas même vraiment sa fille, juste la preuve de son dévouement, de sa force, de sa capacité à gérer la tragédie avec grâce. La sonnette a retenti à nouveau et Julien, mon infirmier et kinésithérapeute, est entré portant un dossier avec mes derniers rapports médicaux. C'était un homme grand, dans la cinquantaine, aux cheveux poivres et seul et aux yeux qui vous regardaient vraiment quand vous parliez. Il travaillait avec moi depuis 6 mois et c'était la seule personne qui demandait comment je me sentais avant de demander ce que je pouvais faire. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, absorbant la scène. Les invités élégants, la journaliste, la performance rayonnante de ma mère, et moi, assise au centre de tout cela comme une pièce d'exposition. Ses sourcils se sont légèrement levés, mais il n'a rien dit. Il a juste tendu les formulaires à ma mère et m'a fait un petit signe de tête, presque imperceptible. Ma mère a à peine jeté un coup d'œil au papier. Elle était trop occupée à orchestrer son prochain mouvement. Elle a sorti son téléphone, a tapoté l'écran, et soudain, elle enregistrait. Sa voix a pris cette qualité sirupeuse qui me donnait la chair de poule. « Tout le monde, je veux capturer ce moment », a-t-elle annoncé, tournant la caméra vers moi. « Montre à tous comme tu es forte, ma chérie. » Ma gorge s'est serrée. « Pas ici », ai-je chuchoté. « S'il te plaît. » Mais elle se rapprochait déjà. L'objectif du téléphone pointait sur mon visage comme une accusation. Son sourire n'a jamais vacillé, mais sa voix est tombée dans un sifflement que seul moi pouvais entendre. « Ne gâche pas ça pour moi. » Puis plus fort pour la caméra et la foule. « Allez, Léa, lève-toi juste un instant. Montre-leur ce que tu sais faire. » La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. L'enregistreur de la journaliste tournait toujours. La caméra filmait et le sourire de ma mère était figé, attendant que j'accomplisse le miracle qu'elle avait promis à tout le monde. J'ai agrippé les accoudoirs de mon fauteuil. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. J'ai poussé avec tout ce que j'avais, voulant que mes jambes coopèrent, qu'elles me portent pour donner à ma mère ce qu'elle voulait, si désespérément que mes jambes tremblaient violemment. Mes genoux se sont dérobés avant même que je me sois soulevée d'1 centimètre. Et puis je me suis effondrée dans le fauteuil, haletante, humiliée, brisée. Le visage de ma mère s'est transformé. Le masque a glissé, et pendant juste 1 seconde, j'ai vu quelque chose de brut et de laid en dessous. De la rage, de la déception, de la honte, pas pour moi, mais à cause de moi. « Arrête de m'embarrasser », a-t-elle sifflé. La pièce semblait gelée. Quelqu'un a toussé maladroitement. Une flûte de champagne a tinté contre une table. Et puis j'ai entendu des pas réguliers et déterminés se dirigeant vers nous. Julien s'est interposé entre moi et ma mère. Sa voix était calme, mais ferme. « Madame, ça suffit. » L'expression de ma mère a changé si vite que cela m'a donné le vertige. La rage a disparu, remplacée instantanément par une confusion blessée. L'image parfaite d'un parent incompris. Elle a pressé sa main sur sa poitrine, sa voix s'élevant juste assez pour sembler offensée sans paraître agressive. « Cela regarde ma fille et moi, a-t-elle dit, ses yeux ne quittant jamais le visage de Julien.
Je ne pense pas que vous compreniez ce que nous avons traversé ensemble. Mais Julien n'a pas bougé. Il se tenait là, solide comme un mur, sa présence rendant la pièce moins étouffante. Je comprends qu'elle souffre, il a dit doucement, et qu'elle a besoin de soutien, pas de pression. La foule a commencé à s'agiter, mal à l'aise. Les conversations ont repris, forcées et fragiles. Les femmes rassemblaient leurs sacs à main. Quelqu'un a mentionné devoir partir tôt. Le déjeuner parfait de ma mère se détricotait et je pouvais la voir s'efforcer de reprendre le contrôle. Elle a forcé un rire, brillant et creux. « Léa est juste dans un jour timide », a-t-elle annoncé à la cantonade. Vous savez comment sont les jeunes. Si complexés. Elle a touché mes cheveux comme si j'étais une enfant et j'ai tressailli. Julien s'est déplacé sur le côté de mon fauteuil et a débloqué les freins. « Allons prendre un peu l'air », m'a-t-il dit. Sa voix assez basse pour que seul moi puisse entendre. Il m'a roulé vers le couloir, loin des caméras, des regards fixes et de la performance en ruine de ma mère. Dans le calme du couloir sombre, il s'est agenouillé à côté de mon fauteuil. C'est là qu'il les a remarqués. Les légères marques violettes sur mon poignet, à peine visibles à moins de regarder attentivement. Sa mâchoire s'est serrée. « Elle fait ça souvent ?» a-t-il demandé avec précaution. « Elle te met la pression physiquement ?» La question restait suspendue dans l'air. J'aurais dû répondre immédiatement. J'aurais dû lui dire la vérité. Mais des années de conditionnement avaient construit des murs en moi, des murs qui murmuraient les mêmes choses que ma mère disait toujours. Elle essaie juste d'aider. Elle veut mon bien, elle m'aime, elle veut juste que j'aille mieux. J'ai chuchoté les mots par automatisme. Les yeux de Julien cherchaient les miens. Je voyais qu'il choisissait ses mots avec soin, essayant de ne pas m'effrayer. Le progrès ne fonctionne pas comme ça, Léa. La vraie guérison prend du temps. Et tu n'es pas en sécurité si elle continue de te forcer à faire des choses pour lesquelles ton corps n'est pas prêt. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Ni les autres infirmiers, ni les médecins, ni les kinésithérapeutes qui allaient et venaient. Ils s'en remettaient tous à ma mère. Ils lui faisaient confiance pour savoir ce qui était le mieux. Mais Julien voyait quelque chose de différent. Il me voyait, moi. Avant que je puisse répondre, les talons de ma mère ont claqué dans le couloir. Elle est apparue au coin, son visage étant un masque de fureur contrôlée. « Qu'est-ce que vous croyez faire exactement ?» a-t-elle demandé, sa voix dangereusement douce. « Je ne vous ai pas donné la permission d'enlever ma fille de sa propre fête. » Elle avait besoin d'une pause, a dit Julien d'un ton égal. Elle va bien, n'est-ce pas, ma chérie? Ma mère m'a regardée avec attente, et j'ai senti cette pression familière monter dans ma poitrine. Le besoin d'accepter, d'apaiser les choses, de rendre tout correct à nouveau. Mais Julien a parlé avant que je puisse le faire. Je vais remplir un rapport d'incident sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Les yeux de ma mère sont devenus froids. Vous dépassez les bornes, monsieur Julien. Je pense qu'il est temps que vous partiez. Je partirai quand je serai prêt. Il n'a pas élevé la voix, mais il y avait de l'acier en dessous. Et je reviendrai pour la prochaine séance de Léa, à moins que vous ne préfériez que je la réfère à un autre thérapeute qui pourrait être plus intéressé par la documentation de ces épisodes. La menace planait entre eux. Le sourire de ma mère n'a jamais vacillé. Mais quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. Elle savait qu'il en avait trop vu, et il savait qu'elle le savait. « Nous en discuterons plus tard », a dit ma mère sèchement. « Viens. » Léa. Le trajet du retour a été silencieux, le genre de silence qui donnait l'impression d'être piégé sous l'eau. Les mains de ma mère agrippaient le volant si fort que ses articulations étaient devenues blanches. J'étais assise sur le siège passager, mon fauteuil plié dans le coffre, et je comptais les lampadaires qui passaient juste pour avoir quelque chose sur quoi me concentrer à part l'attention. Finalement, alors que nous entrions dans l'allée, elle a parlé. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, mais chaque mot atterrissait comme un coup. « Tu m'as humiliée aujourd'hui. »« Je suis désolée », ai-je dit automatiquement. Les mots étaient un réflexe, désormais. Elle n'a pas répondu. Elle est juste sortie de la voiture, a récupéré mon fauteuil et m'a aidé à me transférer avec des mouvements qui étaient juste un peu trop brusques, un peu trop négligents. Une fois à l'intérieur de la maison, elle a verrouillé les freins du fauteuil plus fort que nécessaire, le métal grinçant, et s'est éloignée sans un autre mot. Je suis restée assise dans la cuisine pendant 1 heure, peut-être plus,
incapable de bouger sans déverrouiller les freins moi-même. La maison semblait énorme et vide autour de moi. C'était sa punition. L'abandon, me laisser bloquer dans ma propre maison, impuissante, un rappel de combien j'avais besoin d'elle. Quand elle est finalement revenue pour relâcher les freins, elle n'a pas reconnu ce qu'elle avait fait. Elle s'est juste déplacée dans la cuisine en préparant le dîner comme si de rien n'était, fredonnant doucement pour elle-même. J'avais appris à ne pas évoquer ces moments. La confronter ne faisait qu'empirer les choses. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit à fixer le plafond, incapable de dormir. La maison était sombre et calme, mais je pouvais entendre la voix de ma mère dériver depuis le salon. Elle était au téléphone avec quelqu'un, la voix basse, mais tranchante de frustration. Je me suis approchée de la porte de ma chambre en fauteuil, le cœur battant. « Si elle ne coopère pas, ça ne sert à rien de la garder ici », disait ma mère. « Je lui ai tout donné, tout, et voilà comment elle me remercie. » En me faisant passer pour une imbécile. Mon estomac s'est noué. Que voulait-elle dire? Pas la peine de la garder ici. Où d'autre irais-je? Je n'avais pas de travail, pas d'argent à moi. Aucune indépendance. Elle contrôlait tout, mes soins médicaux, mes finances, ma vie entière. La conversation s'est terminée et j'ai rapidement roulé vers mon lit, mes mains tremblant alors que j'essayais d'avoir l'air d'avoir dormi tout ce temps. Mais mon esprit s'emballait. Pour la première fois, je me demandais si j'étais réellement en danger. Pas juste un danger émotionnel, mais quelque chose de plus immédiat, de plus réel. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit et j'ai cherché les coordonnées de Julien. Il m'avait donné son numéro il y a des mois, mais je ne l'avais jamais utilisé. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Qu'est-ce que je dirais? Ma mère est en colère contre moi. Ma mère a dit quelque chose d'effrayant au téléphone. Cela semblait paranoïaque, dramatique, toutes les choses dont elle m'accusait toujours d'être, mais j'ai tapé quand même. « Merci pour aujourd'hui. » Sa réponse est arrivée plus vite que je ne l'espérais. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Es-tu en sécurité? » J'ai fixé la question. Étais-je en sécurité? Je ne savais pas comment répondre à ça. « Je pense que oui, » ai-je répondu. « Si jamais tu ne te sens pas en sécurité, envoie-moi un message. J'aiderai. Je suis sérieux. » J'ai enregistré son numéro sous un nom différent au cas où ma mère fouillerait dans mon téléphone. Puis j'ai posé le téléphone sur ma table de nuit et j'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton, essayant de me faire toute petite. Vers minuit, j'ai entendu ma porte s'ouvrir en grinçant. Je me suis figée. À travers mes yeux à peine ouverts, je pouvais voir la silhouette de ma mère debout dans l'embrasure, à contre-jour de la lumière du couloir. Elle n'a pas bougé, n'a pas parlé, est juste restée là à me regarder dans l'obscurité. Quand elle a finalement parlé, sa voix était douce. Trop douce. « Nous allons corriger ton attitude demain. » Puis elle a fermé la porte, et j'étais seule à nouveau dans le noir, mon cœur martelant contre mes côtes. Le matin est arrivé trop vite. J'avais à peine dormi, et quand la lumière du soleil s'est finalement glissée à travers mes rideaux, je me sentais épuisée jusqu'aux os. Mais ma mère était déjà réveillée, déjà habillée, se déplaçant déjà dans la maison avec cette énergie maniaque qui signifiait toujours qu'elle planifiait quelque chose. Elle est apparue dans l'embrasure de ma porte avec une tasse de café et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, la marmotte », a-t-elle gazouillé. « Habille-toi, on va à la clinique. » J'ai cligné des yeux, confuse. Je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Eh bien, maintenant, si. Elle a posé le café sur ma table de nuit, trop joyeuse, trop brillante. J'ai trouvé quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Quelqu'un qui comprend que la guérison est une question d'état d'esprit. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Je connaissais ce ton. Je l'avais entendu avant, juste avant qu'elle ne me traîne chez un nouveau spécialiste où naissait un traitement expérimental qui me laissait dans un état pire qu'avant. Mais je savais aussi qu'il valait mieux ne pas discuter quand elle utilisait cette voix. La clinique était en banlieue chic, dans un bâtiment qui ressemblait plus à un spa qu'à un établissement médical. Une musique douce jouait dans la salle d'attente. Tout sentait la lavande et les fausses promesses. Ma mère vibrait pratiquement d'excitation alors qu'elle me faisait entrer. Un homme a émergé de l'une des salles de traitement, grand, bronzé, avec des dents trop blanches et un sourire trop travaillé. Il portait une blouse, mais quelque chose chez lui sonnait faux.
Vous devez être Valérie, a-t-il dit, serrant la main de ma mère comme s'ils étaient de vieux amis. Et voici Léa. Je suis le docteur Mercier. Docteur. Le mot semblait être un mensonge, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Ma mère rayonnait. Le docteur Mercier était spécialisé dans la guérison par l'esprit sur le corps, a-t-elle expliqué, comme si c'était parfaitement normal. Il a aidé tant de gens à surmonter leurs limitations. Des limitations, pas des blessures, pas des conditions médicales. Des limitations. Le docteur Mercier a fait signe vers son bureau et ma mère m'a fait entrer. Elle a sorti son portefeuille et j'ai regardé alors qu'elle comptait des billets de 100 €, en espèces, pas de carte vitale. Elle lui a remis l'argent discrètement et il l'a empoché sans compter. Maintenant, Léa, a-t-il dit, se tournant vers moi avec ce sourire de façade. Votre mère me dit que vous avez du mal à retrouver votre mobilité. Est-ce exact? J'ai une lésion de la moelle épinière, ai-je dit platement, d'un accident de voiture. C'est ça, c'est ça. Il a agité la main avec dédain. Mais le corps est capable de choses remarquables quand nous supprimons les blocages mentaux. Souvent, ce que nous considérons comme des limitations physiques ne sont en réalité que des excuses que notre esprit crée pour nous protéger de la peur. Ma mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas mental, c'est neurologique. Tout est mental, en fin de compte. Il s'est levé, s'avançant vers moi. Essayons quelque chose. Je veux que vous vous leviez. Ne pensez pas si vous pouvez ou ne pouvez pas. Faites-le, c'est tout. Je ne peux pas. Voyez, c'est le blocage mental qui parle. Il a tendu la main vers mes bras. Le corps obéit à l'esprit quand les excuses sont supprimées. Allez, essayez. J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle verrait à quel point c'était faux, à quel point c'était dangereux, mais elle enregistrait déjà à nouveau sur son téléphone. Ses yeux brillaient d'anticipation. J'ai essayé. Que Dieu m'aide. J'ai essayé. Pas parce que je le croyais, mais parce que j'avais peur de ce que ma mère ferait si je ne le faisais pas. J'ai agrippé les accoudoirs, poussé avec tout ce que j'avais, voulant que mes jambes répondent. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne le voulaient pas. Tout mon corps tremblait sous l'effort, la sueur perlant sur mon front, mais rien ne s'est passé. Mes jambes sont restées un poids mort sous moi. « Tu vois ?» a dit ma mère, sa voix teintée de frustration. Elle résiste. Elle résiste, comme si j'avais le choix, comme si c'était quelque chose que je pouvais contrôler, si seulement je le voulais assez fort. Le docteur Mercier a hoché la tête pensivement, comme si je venais de confirmer son diagnostic. C'est courant. Des années d'impuissance apprise créent des barrières puissantes. Je recommande un programme de traitement intensif de 4 semaines, 2 séances par jour. C'est coûteux, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Ma mère n'a même pas hésité. Combien? 12 000 € pour le programme complet. 12 000 €. Le chiffre résonnait dans ma tête. C'était l'argent de l'assurance vie de mon père, celui qu'il avait laissé spécifiquement pour mes soins médicaux à long terme. Ma mère était censée le gérer de manière responsable, l'utiliser pour des traitements légitimes, de la thérapie, l'équipement dont j'avais besoin, mais elle hochait la tête. Sortant déjà son téléphone pour discuter des modalités de paiement, trop impatiente, trop désespérée, pour ce remède miracle qui prouverait d'une manière ou d'une autre qu'elle m'avait réparée, qu'elle était la mère dévouée que tout le monde croyait qu'elle était. « Attendez, » ai-je dit, ma voix tremblant. « Je ne veux pas de ce traitement. Ça n'a pas de sens. J'ai besoin d'une vraie kinésithérapie. » Pas quoi? La voix de ma mère est devenue tranchante. Pas d'aide? Tu es dans ce fauteuil depuis 3 ans, Léa. 3 ans que je te donne tout et tu ne marches toujours pas. Peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de différent. Cet argent est censé être pour mes soins, et je l'utilise pour tes soins. Elle parlait entre ses dents serrées, la comédie tombant complètement. Cet argent est à moi pour le gérer. Ton père me l'a laissé pour prendre soin de toi, et c'est exactement ce que je fais. Tu ne marches pas parce que tu n'essaies pas assez fort. La pièce tournait. J'avais l'impression de me noyer, d'étouffer sous le poids de son délire. Elle croyait vraiment à ça. Elle pensait vraiment que ma paralysie était un choix que je faisais, un acte de défi contre elle. La porte s'est ouverte et Julien est entré. Je n'avais jamais été aussi soulagée de voir quelqu'un de ma vie. Il travaillait à temps partiel dans cet établissement, chose que j'avais oubliée jusqu'à ce moment, et son expression est devenue sombre quand il a vu ce qui se passait.
Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-il demandé, ses yeux passant entre le docteur Mercier, ma mère et moi. Le docteur Mercier s'est redressé, soudainement sur la défensive. Nous discutons des options de traitement pour une patiente. Des options de traitement? Julien s'est approché, sa voix se durcissant. Pourquoi traitez-vous une lésion de la moelle épinière avec des discours motivationnels et des absurdités sur l'esprit sur la matière? Où est son dossier médical? Quelle est votre spécialité? J'ai une vaste expérience dans la guérison holistique. Ce n'est pas une spécialité médicale. Julien s'est tourné vers ma mère. Avez-vous vérifié ses diplômes? Avez-vous vérifié qu'il est réellement qualifié pour traiter des lésions spinales? Le visage de ma mère a rougi. Il a été chaudement recommandé. Par qui? Des influenceurs Instagram? Julien a sorti son téléphone. Je le cherche en ce moment même. Docteur Mercier, c'est ça? Voyons ce que l'Ordre des médecins a à dire sur votre pratique. Le sourire du docteur Mercier s'est finalement fissuré. C'est tout à fait inapproprié. Je vais devoir vous demander de partir. Pas tant que je ne serai pas sûre que ma patiente est en sécurité. Julien s'est approché de mon fauteuil. Léa, veux-tu ce traitement? J'ai regardé ma mère, le docteur Mercier, et Julien se tenant là comme un bouclier entre moi et eux. Non, je ne veux pas. Le visage de ma mère est devenu pâle, puis rouge. Léa, ne sois pas ridicule, on s'en va. Julien a relâché le frein de mon fauteuil et a commencé à me diriger vers la porte. Ma mère a saisi les poignets, essayant de l'arrêter. Vous ne pouvez pas juste l'emmener. C'est ma fille, et c'est une adulte qui vient de refuser un traitement. Ou est-ce que son consentement ne compte pas pour vous? Les mots planaient dans l'air comme une accusation. Nous avons quitté le bureau du docteur Mercier dans un silence tendu, ma mère suivant derrière, ses talons claquant furieusement contre le sol. Sur le parking, elle s'est déchaînée. Comment osez-vous interférer avec les soins de ma fille? Comment osez-vous la monter contre moi? Je vous signalerai à votre superviseur. Je ferai révoquer votre licence. Allez-y, a dit Julien calmement, m'aidant à monter dans la voiture. Parce que quand vous le ferez, je leur montrerai la vidéo de vous essayant de forcer une femme avec une lésion spinale à se tenir debout pour vos abonnés sur les réseaux sociaux. Je leur montrerai les bleus. Je leur montrerai tout. Ma mère est devenue silencieuse. Pour la première fois, elle réalisait que quelqu'un ripostait vraiment. Sur le trajet du retour, elle n'a pas dit un mot, mais je pouvais sentir la rage irradier d'elle par vagues. Quand nous sommes arrivés, à la maison, elle a claqué la portière de la voiture si fort que les vitres l'ont tremblé. J'ai attendu dans la voiture, effrayée d'entrer. Julien nous avait suivis jusqu'à la maison et il s'est approché de ma fenêtre, l'expression inquiète. « Est-ce que ça va aller? » a-t-il demandé doucement. Je voulais dire oui. Je voulais croire que ça irait, mais la vérité, c'est que je ne savais pas. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir à nouveau. Je n'arrêtais pas de penser au docteur Mercier, aux 12 000 €, au désespoir de ma mère pour prouver que je pouvais être réparée. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Un tiroir dans le vieux bureau de mon père dont ma mère pensait que j'ignorais l'existence. J'ai roulé jusqu'à son bureau, une pièce où ma mère entrait rarement désormais. Le bureau était couvert de poussière, intouché depuis sa mort. J'ai ouvert le tiroir du bas, fouillant dans de vieux papiers et dossiers. C'est là que je les ai trouvés. Des demandes de subventions, des rapports médicaux, des relevés financiers. Mes mains tremblaient alors que je les lisais. Ma mère avait fait une demande. Pour une bourse de rééducation spéciale d'une valeur de 80 000 €, affirmant que j'avais montré des progrès significatifs vers une mobilité totale et que je marcherais de manière indépendante dans les 6 mois. La demande datait d'il y a 3 mois. 3 mois auparavant, quand je pouvais à peine me transférer de mon fauteuil à mon lit sans aide. Elle avait menti. Elle avait fabriqué mes progrès pour obtenir de l'argent. De l'argent qui ne serait débloqué que si je montrais une amélioration continue. De l'argent qui nécessitait la preuve de la guérison miraculeuse qu'elle promettait à tout le monde. Soudain, tout prenait sens. Le déjeuner caritatif, la journaliste, le docteur Mercier, la pression constante pour me tenir debout, pour performer, pour prouver que j'allais mieux. Elle n'avait pas besoin que je marche parce qu'elle m'aimait. Elle avait besoin que je marche parce qu'elle avait déjà dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas encore, de l'argent qu'elle ne recevrait que si je pouvais prouver que j'étais guérie. Je n'ai jamais été sa fille. J'étais un investissement, un projet, une source de revenus et de capital social.
Le dîner de famille était l'idée de ma mère, bien sûr. Elle l'a annoncé 2 jours après l'incident à la clinique du docteur Mercier, sa voix brillante et joyeuse comme si rien ne s'était passé. « Nous recevons la famille », a-t-elle dit, arrangeant des fleurs dans un vase avec un soin méticuleux. « Ça te fera du bien de voir tout le monde. Ils demandent de tes nouvelles, de tes progrès. » Progrès, ce mot encore, lourd d'attente et de mensonges. Je savais ce qu'était vraiment ce dîner. Une autre performance, une autre scène pour que ma mère montre son dévouement et ma supposée guérison. Mais cette fois, je savais aussi ce qui était vraiment en jeu. Cette demande de subvention, ces 80 000 €. Elle avait besoin de témoins. Elle avait besoin que les gens me voient m'améliorer pour corroborer son histoire. Les proches sont arrivés à 18 heures. Oncle Marc avec son rire tonitruant. Tante Isabelle avec son sourire crispé et ses yeux inquisiteurs. Mes cousins éparpillés dans le salon avec leur téléphone, ennuyés avant même que la soirée ne commence. Ils m'ont tous salué avec le même enthousiasme prudent que les gens réservent aux malades en phase terminale ou aux très fragiles. « Léa, tu as l'air merveilleuse. » Tante Isabelle s'est extasiée, bien que ses yeux me scannent comme si elle cataloguait les preuves de mon déclin. Ma mère a orchestré la soirée comme un chef dirigeant un orchestre. Elle m'a assise en bout de table, une position d'honneur qui ressemblait plus à une mise en exposition. Chaque fois que quelqu'un posait une question sur moi, elle répondait avant que je puisse parler. « Comment va la kiné? Oh, elle fait des progrès incroyables. De nouveaux traitements? Nous explorons des options de pointe, très prometteurs. Quand est-ce que les médecins pensent qu'elle marchera? Bientôt, très bientôt. » La conversation du dîner coulait autour de moi comme si j'étais une statue, présente mais pas vraiment là. Et puis, au milieu du dessert, ma mère s'est levée, tapotant son verre de vin avec une fourchette pour attirer l'attention de tout le monde. « J'ai une annonce à faire, » a-t-elle dit, son visage rayonnant d'une joie fabriquée. « Je voulais que vous soyez tous les premiers à savoir. Ma fille marchera pour Noël. » La table a éclaté en applaudissements. Les félicitations ont plu. Oncle Marc a levé son verre pour un toast. Et je suis restée là, figée, mes mains agrippant mes genoux si fort que mes articulations étaient devenues blanches. Noël était dans 6 semaines. « En fait, » a continué ma mère, sa voix s'élevant au-dessus du bruit, « pourquoi ne montrerions-nous pas à tout le monde tout de suite? Allez, ma chérie, montre-leur ce que tu sais faire. » La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir le poids de leurs attentes. Leur espoir, leur anticipation d'être témoin de quelque chose de miraculeux. « Maman, je ne pense pas. Ne sois pas timide. » Elle s'est placée derrière mon fauteuil, ses mains sur les poignets. « On est en famille ici. Ils veulent te soutenir. »« Je ne peux pas. Tu n'as même pas essayé. » Sa voix s'est durcie légèrement, un avertissement que seul moi pouvais entendre. « Allez, lève-toi juste un instant. Montre-leur que tu deviens plus forte. » Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai regardé autour de la table, le sourire encourageant de ma tante, le hochement de tête expectant de mon oncle, mes cousins prêtant enfin attention. Ils voulaient tous le voir. Ils la croyaient tous. « S'il te plaît, » ai-je chuchoté. « Pas comme ça. » Mais ma mère bougeait déjà, se penchant pour saisir mes bras, essayant de me tirer vers le haut. L'angle était mauvais. Le levier était mauvais, et la douleur a traversé ma colonne vertébrale comme de l'électricité. J'ai crié, essayant de me dégager, mais sa prise était de fer. « Arrête !» ai-je haleté. « Tu me fais mal !» Elle a tiré plus fort, son visage rougissant sous l'effort et la frustration. Pendant un horrible moment, je me suis sentie soulevée du fauteuil, mon corps suspendu à un angle impossible, mes jambes traînant inutilement sous moi. Et puis, elle a perdu prise. Je suis tombée, pas en arrière dans le fauteuil, mais en avant, m'écrasant sur le sol avec une violence qui a coupé le souffle de mes poumons. Mon menton a heurté le parquet, mes mains ont éraflé le sol, essayant de me rattraper, et la douleur a explosé dans tout mon corps. Des halètements ont rempli la pièce. Quelqu'un a crié, des chaises ont raclé en arrière alors que les gens se levaient d'un bond. Mais ma mère ne m'a pas aidée. Elle est restée là, me regardant de haut avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant.
De la rage pure, non diluée, mélangée à quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Lève-toi » a-t-elle sifflé. « Arrête de faire ta dramatique et lève-toi. » Je ne pouvais pas. Je cherchais mon air, les larmes coulant sur mon visage, mon corps tremblant. J'ai entendu ma tante appeler mon nom, mon oncle dire quelque chose à propos d'appeler une ambulance, mais tout cela semblait lointain. « Tout le monde se calme », a dit ma mère fort, sa voix prenant cette qualité brillante et contrôlée. Elle va bien? Elle a toujours été encline aux démonstrations théâtrales quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Des démonstrations théâtrales, comme si je me jetais par terre pour attirer l'attention. Tante Isabelle s'est agenouillée près de moi. Valérie, elle saigne. Son menton, c'est juste une égratignure. Aidez-moi à la remettre dans le fauteuil. Mais oncle Marc sortait déjà son téléphone. J'appelle les secours. Ne t'avise pas. Le masque de ma mère s'est finalement fissuré complètement. C'est ma maison, ma fille, et je ne vous laisserai pas me traiter comme si j'avais fait quelque chose de mal. Elle va bien, elle a juste besoin d'arrêter d'être si faible tout le temps. Le mot a résonné dans la pièce. Faible. Dans le silence horrible qui a suivi, j'ai entendu le bruit de talons claquant dans le couloir, en courant, et puis Julien est apparu dans l'embrasure. J'avais oublié que je lui avais envoyé un message plus tôt. Je lui avais parlé du dîner, mentionné que j'étais nerveuse. Il avait dû attendre dehors juste au cas où. Il a jeté un coup d'œil à moi sur le sol, à ma mère debout, au-dessus de moi, au visage horrifié de mes proches, et quelque chose dans son expression s'est transformé en pierre. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé ici? Sa voix était calme, mais elle a tranché le chaos comme une lame. Ma mère s'est retournée vers lui. « Vous? Bien sûr, c'est vous. Cela ne vous regarde pas. Sortez de chez moi. » Mais Julien bougeait déjà, s'agenouillant à côté de moi, ses mains douces alors qu'elle vérifiait mes blessures. « Tu m'entends, Léa? Tu peux bouger tes bras? » J'ai hoché la tête faiblement et il m'a aidé avec précaution à m'asseoir, soutenant mon dos. Du sang coulait de mon menton sur ma robe, celle bleue poudrée avec de la dentelle, maintenant tachée et ruinée. « Que quelqu'un apporte son fauteuil, » a dit Julien, et mon oncle l'a rapidement approché. « Elle est tombée, » a insisté ma mère, sa voix s'élevant. « Elle a perdu l'équilibre. C'était un accident. Elle est tombée parce que tu l'as tirée du fauteuil, » a dit tante Isabelle doucement, le visage pâle. « Nous l'avons tous vu, Valérie. » La pièce est redevenue silencieuse. Ma mère a regardé sa famille, leur visage choqué, le jugement dans leurs yeux, et quelque chose en elle a semblé se fracturer. J'essayais de l'aider. Sa voix s'est brisée. Je lui ai tout donné, tout, et elle n'essaie même pas. Elle reste juste assise là, impuissante, me faisant passer pour un échec. La vérité s'est enfin déversée, brute et laide, non pas la faire souffrir, non pas lui briser le cœur, mais la faire passer pour un échec. Julien m'a soulevée avec précaution dans mon fauteuil, et je l'ai vu remarquer autre chose. Mon poignet, là où ma mère m'avait saisi plus tôt ce jour-là, virait déjà au violet. Un autre bleu a ajouté à la collection. « Je l'emmène à l'hôpital », a-t-il dit fermement. « Elle doit être examinée pour des blessures. Vous ne l'emmenez nulle part. » Si, il le fait. Oncle Marc s'est avancé, se positionnant entre ma mère et moi. « Valérie, je pense que tu as besoin de respirer et de te calmer. C'est allé assez loin ?» Ma mère a regardé autour d'elle d'un air égaré, voyant son contrôle lui échapper. La performance avait échoué. Le public s'était retourné contre elle. Et moi, la star de son spectacle, la preuve de son dévouement, on m'emmenait loin d'elle. Cette nuit-là, après que l'hôpital a confirmé que j'avais une légère commotion cérébrale, des côtes contusionnées et de multiples hématomes, je suis restée allongée dans un lit d'hôpital, fixant le plafond. Julien était resté avec moi tout le temps, et maintenant il était assis dans le fauteuil à côté de mon lit, épuisé mais vigilant. « Ça ne peut pas continuer comme ça », a-t-il dit doucement. Je savais qu'il avait raison, mais la pensée de partir, de me libérer, d'affronter la rage de ma mère, cela me terrifiait plus que de rester. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. « Rentre à la maison, il faut qu'on parle. » J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai fermé les yeux, mais je savais que ce n'était pas fini. Ma mère n'abandonnerait pas si facilement. Elle avait construit toute son identité autour du fait d'être ma sauveuse, et elle avait déjà menti à des gens puissants sur mes progrès. Elle avait besoin que je marche, et elle manquait de temps. Ce qui viendrait ensuite serait pire que tout ce qu'il y avait eu avant. Je pouvais le sentir venir comme un orage à l'horizon, sombre,
inévitable et dévastateur. Je ne savais juste pas si j'étais assez forte pour y survivre. J'ai à peine dormi cette nuit-là à l'hôpital. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma mère. Ce mélange de rage et de désespoir qui l'avait transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, ou peut-être quelqu'un que j'avais toujours connu mais refusé de voir. Le matin est arrivé avec des lumières fluorescentes crues et le son de la voix de ma mère dans le couloir. Elle se disputait avec quelqu'un, une infirmière peut-être, ou la sécurité de l'hôpital, insistant sur le fait qu'elle avait tous les droits de voir sa fille. Mes mains ont agrippé la fine couverture d'hôpital alors que sa voix se rapprochait. La porte s'est ouverte à la volée, et elle était là, non pas la femme en colère de la veille, mais à nouveau la version performance. Elle portait un blazer brillant, rose corail, parfaitement taillé, et son maquillage était impeccable. Ses yeux étaient cernés de rouge, mais son sourire était large, désespéré. « Oh, ma chérie !» a-t-elle soufflé, se précipitant à mon chevet. J'étais si inquiète. « Et qu'est-ce que ça va ?» Je l'ai fixée, incapable de parler. Comment pouvait-elle agir comme si rien ne s'était passé? Comme si elle ne m'avait pas tiré de mon fauteuil, comme si je ne m'étais pas écrasée au sol, saignant pendant qu'elle me traitait de faible. « Les médecins disent que tu peux rentrer aujourd'hui, » a-t-elle continué, caressant mes cheveux avec des doigts tremblants. Et j'ai une merveilleuse nouvelle. J'ai organisé quelque chose de spécial, quelque chose qui va tout changer pour nous. Mon estomac a chuté. « Qu'est-ce que tu as fait? » Son sourire s'est élargi, mais ses yeux étaient fous. Une démonstration de guérison. Demain matin, j'ai invité tout le monde, les donateurs du déjeuner, le docteur Mercier, des gens de l'ordre des médecins qui examinent ma demande de subvention, même une équipe de tournage. Non. Le mot est sorti comme un murmure. Maman, non, je ne peux pas. Tu peux. Elle a serré ma main, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Tu le feras. C'est notre chance de montrer la vérité à tout le monde, de prouver à tous ces sceptiques qu'ils ont tort. Elle s'est penchée plus près, sa voix baissant. Aujourd'hui change tout pour nous deux. Elle est partie avant que je puisse argumenter davantage, prenant des dispositions pour ma sortie. Et j'ai réalisé avec une horreur grandissante qu'elle n'allait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle était allée trop loin, avait trop promis, menti à trop de gens. Si je n'accomplissais pas son miracle, tout s'effondrerait. Sa réputation, ses subventions, toute son identité de mère dévouée qui a sauvé sa fille. Et elle me détruirait avant de laisser cela arriver. Au moment où Julien est arrivé pour me ramener à la maison, ma mère avait arrangé cela aussi, probablement pour garder les apparences. Je tremblais tellement que je pouvais à peine me transférer dans la voiture. Il l'a remarqué immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? » Je lui ai parlé de la démonstration, de l'équipe de tournage, des donateurs et du docteur Mercier. De la façon dont ma mère avait transformé notre salon en scène et prévoyait de me faire prouver que je pouvais marcher devant tout le monde. Son visage est devenu pâle. « Léa, tu dois refuser. Tu dois lui dire non. Tu ne comprends pas? » ai-je chuchoté. « Elle ne me laissera pas refuser. Elle trouvera un moyen de me faire ça. Elle le fait toujours. Alors ne rentre pas à la maison. Reste avec moi ou je t'aiderai à trouver un logement d'urgence. Ou elle me signalera comme une adulte vulnérable qui a été kidnappée. Elle appellera la police. Elle fera de ma vie un enfer. J'ai essuyé mes yeux. J'ai juste besoin de passer la journée de demain. Alors peut-être que les choses se calmeront. Mais je n'y croyais pas. Et au vu de l'expression sur le visage de Julien, lui non plus. Quand nous sommes arrivés chez moi, j'ai vu les changements immédiatement. Les meubles du salon avaient été réarrangés. Des chaises alignées en rangées, comme dans un auditorium. Une toile de fond avait été installée contre un mur, avec des mots que je pouvais à peine supporter de lire. Un voyage de guérison. Du matériel d'éclairage se tenait dans les coins, une caméra professionnelle sur un trépied. Ce n'était pas juste un petit rassemblement, c'était une production. Ma mère est apparue de la cuisine, portant toujours ce blazer brillant. Timing parfait, installons-toi. Nous avons beaucoup à préparer pour demain. Cette soirée m'a semblé être la plus longue de ma vie. Ma mère voletait autour de moi, arrangeant et réarrangeant les choses, parlant sans arrêt de la fierté que tout le monde ressentirait, de la façon dont cela prouverait enfin qu'elle avait raison depuis le début. Elle n'arrêtait pas de dire « nous » comme si nous étions une équipe,
comme si j'avais le moindre choix dans ce cauchemar qu'elle avait créé. À un moment donné, j'ai remarqué que mon fauteuil roulant semblait différent, plus lourd. J'ai tendu la main vers le panneau de commande et mon cœur s'est arrêté. La batterie manquait. Maman, où est la batterie de mon fauteuil? Elle n'a même pas levé les yeux de ses fleurs. Oh, je l'ai mise à charger? Ne t'inquiète pas, tu n'en auras pas besoin demain de toute façon. J'en ai besoin maintenant. Je ne peux pas bouger sans? Alors je suppose que tu resteras sur place. Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire figé. D'ailleurs, si tu ne peux pas marcher, tu ne devrais pas être si dépendante de ce fauteuil, n'est-ce pas? Peut-être que cela te motivera. J'étais piégée, littéralement piégée dans ma propre maison, incapable de bouger sans aide, pendant que ma mère se préparait à m'exhiber devant des caméras et des inconnus et me forçait à tenter quelque chose que mon corps ne pouvait pas faire. J'ai essayé d'envoyer un message à Julien. Mais la batterie de mon téléphone était en train de mourir et mon chargeur était dans ma chambre. Trop loin pour l'atteindre sans le fauteuil. J'ai réussi à envoyer un message avant qu'il ne s'éteigne. J'ai peur. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Garde ton téléphone allumé, j'arrive. Mais mon téléphone s'est éteint avant que je puisse répondre. Et quand j'ai demandé mon chargeur à ma mère, elle a dit qu'elle l'apporterait plus tard et ne l'a jamais faite. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi à nouveau. Je suis restée allongée dans mon lit à écouter les pas de ma mère arpentant la maison, l'entendant se parler à elle-même, répétant ce qu'elle dirait aux caméras. Et j'ai réalisé qu'elle avait perdu le contact avec la réalité. Dans son esprit, elle avait déjà écrit la fin de cette histoire, la fin où je me levais et marchais et prouvais que son dévouement avait payé. Elle ne pouvait voir aucune autre possibilité et cela la rendait plus dangereuse que jamais. Le matin est arrivé trop vite. Ma mère a fait irruption dans ma chambre avant le lèvre du soleil, le maquillage déjà parfait, le blazer repassé. « C'est l'heure du spectacle, ma chérie », a-t-elle chanté, sa voix anormalement brillante. « Rendons-toi magnifique. » Elle m'a habillée en blanc, une robe fluide qui me donnait un air angélique, innocent, comme quelque chose sorti d'une peinture religieuse. Elle a coiffé mes cheveux et fait mon maquillage pendant que j'étais assise, figée, engourdie, faisant les mouvements parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. À 8 heures du matin, les gens ont commencé à arriver. J'ai reconnu des visages du déjeuner, des femmes riches en vêtements de créateurs, des hommes en costumes coûteux. Le docteur Mercier est arrivé avec son équipe de tournage installant du matériel supplémentaire. La pièce bourdonnait d'anticipation et puis ma mère m'a roulée dans le salon, me positionnant au centre de la scène improvisée. Les lumières étaient aveuglantes. Je pouvais à peine voir les visages dans la foule, juste des formes et des ombres et l'œil sans clignement de l'objectif de la caméra. Ma mère se tenait à côté de moi, une main sur mon épaule, possessive, contrôlante. « Merci à tous d'être venus », a-t-elle commencé, sa voix portant parfaitement. « Aujourd'hui, vous allez être témoin de quelque chose d'extraordinaire. Ma fille a fait un voyage remarquable et aujourd'hui marque un tournant. Aujourd'hui, elle va vous montrer ce que la détermination et l'amour peuvent accomplir. » La foule a murmuré de manière appréciative. Quelqu'un a commencé à applaudir et d'autres ont rejoint. Ma mère s'en délectait, se nourrissant de leur attention comme de l'oxygène. Le docteur Mercier s'est avancé, prenant sa position d'expert. « Mesdames et messieurs, nous avons travaillé intensivement avec Léa pour briser ces barrières mentales. L'esprit est une chose puissante. Il peut guérir ou il peut nous limiter. Aujourd'hui, nous allons démontrer le pouvoir de la croyance sur la limitation perçue. Limitation perçue. Ma lésion spinale documentée, diagnostiquée, permanente, réduite à un problème de perception. Ma mère s'est penchée, ses lèvres près de mon oreille, sa voix un murmure que seul moi pouvais entendre. « Lève-toi tout de suite, ou je t'enlève le fauteuil roulant définitivement. Je jure devant Dieu, Léa, je te laisserai sans rien. » Tout mon corps tremblait. La pièce nageait dans ma vision. C'était ça, le moment qu'elle avait construit. La performance qui sauverait sa réputation ou la détruirait complètement. Et elle avait été claire. Elle préférait me détruire plutôt que d'affronter cet échec. J'ai agrippé les accoudoirs, mes mains moites de sueur. La foule est devenue silencieuse, regardant, attendant. Le sourire de ma mère n'a jamais vacillé, mais ses doigts s'enfonçaient dans mon épaule comme des griffes. J'ai poussé. J'ai poussé avec tout ce que j'avais.
chaque muscle de mon haut du corps se tendant. J'ai senti la main de ma mère sur mon dos, me poussant vers l'avant. Et pendant une seconde horrible, je me soulevais, portée par sa force plus que par la mienne. Et puis mes jambes ont lâché complètement. Mes genoux se sont pliés comme du papier. Et je suis tombée. Pas gracieusement, pas prudemment, j'ai basculé en avant avec une force violente. Mon corps s'écrasant sur le sol avec un bruit sourd et écœurant qui a résonné dans la pièce. La douleur a explosé dans mon crâne. Mes mains ont éraflé le parquet. Du sang. J'avais un goût de sang dans la bouche. Les allaitements qui ont rempli la pièce sonnaient comme le vent s'engouffrant dans un tunnel. Quelqu'un a crié, mais plus fort que tout, il y avait la voix de ma mère, perçante et désespérée. « Lève-toi, tu peux le faire, lève-toi. » Je ne pouvais pas. Je cherchais mon air, ma vision se brouillant, mon corps refusant de coopérer, et ma mère n'aidait pas. Elle criait, tirant sur mes bras, essayant de me traîner debout comme une marionnette. « Arrêtez !» La voix a coupé le chaos comme un coup de feu. « Vous lui faites mal !» Julien est apparu dans l'embrasure. Il était venu exactement comme il l'avait promis. Son visage est devenu blanc en découvrant la scène. Moi au sol, saignant. Ma mère debout au-dessus de moi. La foule horrifiée, les caméras tournant toujours. Il a fendu la foule, tombant à genoux à côté de moi. Ses mains étaient douces alors qu'elle vérifiait ma tête. Mon cou, cherchant des blessures graves. J'ai vu des bleus frais se former sur mes bras là où ma mère m'avait saisi. Le docteur Mercier a essayé d'intervenir, s'avançant avec son sourire de façade. Tout cela fait partie du processus. Parfois, une percée nécessite une cassure. La voix de Julien était basse, dangereuse. Elle a une lésion documentée de la moelle épinière. Votre pseudothérapie pourrait causer des dommages permanents. Ou avez-vous même pris la peine d'examiner ces dossiers médicaux réels? Le sourire de Mercier a vacillé. L'équipe de tournage a bougé, mal à l'aise, clairement incertaine s'il devait continuer à filmer. Ma mère partait en vrille, sa voix montant de plus en plus haut. « Éloignez-vous d'elle. C'est ma fille, ma maison. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits de protéger une patiente de la maltraitance. » Julien a dit le mot clairement, délibérément, s'assurant que tout le monde dans la pièce l'entende. Maltraitance. La foule s'est agitée. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Et pour la première fois, j'ai vu la performance de ma mère échouer complètement. Son masque s'est fissuré, puis brisé, révélant la femme désespérée et obsessionnelle en dessous. « Vous gâchez tout », a-t-elle crié à Julien, à moi, à tout le monde. « Elle peut marcher, elle ne veut juste pas. Elle fait ça pour m'humilier, pour me faire passer pour un échec. » C'était là. La vérité qu'elle avait cachée derrière tout ce dévouement et cet amour et ces moments soigneusement mis en scène. Il ne s'agissait jamais de m'aider. Il s'agissait d'elle. Il s'était toujours agi d'elle. La pièce est devenue silencieuse. Même l'équipe de tournage avait arrêté de filmer. Les invités restaient figés, clairement mal à l'aise, réalisant clairement qu'ils avaient été témoins de quelque chose de terrible. Julien m'a aidé à remonter dans mon fauteuil. Quelqu'un avait récupéré la batterie de l'endroit où ma mère l'avait cachée. Alors qu'il me roulait vers la porte, les invités se sont silencieusement écartés. Personne n'applaudissait maintenant. Personne ne félicitait ma mère pour son dévouement. Il la fixait avec quelque chose entre la pitié et l'horreur. Et ma mère est restée seule dans son salon, entourée de sa scène et de ses lumières et de son décor soigneusement conçu. Regardant sa performance et sa vie parfaite s'effondrer autour d'elle. La voiture de Julien sentait le café et l'antiseptique. J'étais assise sur le siège passager, mon fauteuil plié à l'arrière, mes mains tremblant encore alors que nous conduisions vers l'hôpital. Il n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, vérifiant si j'allais bien, mais je ne pouvais pas parler. Ma gorge était serrée par quelque chose entre la terreur et le soulagement. « Je dois t'emmener aux urgences », a-t-il dit doucement. « Tu t'es cogné la tête fort. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de dommages sérieux. » J'ai hoché la tête, engourdie. Derrière nous, la maison de ma mère devenait plus petite dans le rétroviseur, mais je pouvais encore sentir le poids de ce qui s'était passé. Les caméras, la foule, le moment où le masque de ma mère s'est finalement irrévocablement brisé. À l'hôpital, tout a bougé dans un flou. Les infirmières ont vérifié mes constantes. Un médecin a examiné la coupure sur mon menton, les bleus se formant sur mes bras. Ils m'ont emmené pour des images, scannées, radio, vérifiant des blessures plus profondes
que la surface. J'étais allongée dans la machine, l'écoutant vrombir et cliquer, et je pensais au nombre de fois où j'avais été dans ces machines avant, après l'accident, pendant la récupération, pour des contrôles et des complications. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, les blessures ne venaient pas d'un accident. Elles étaient pour ma mère. Le médecin est revenu avec des clichés à la main, son expression sérieuse. « Léa, nous avons trouvé des choses préoccupantes. Vous avez une nouvelle inflammation dans votre colonne lombaire et il y a des signes de tension qui suggèrent une manipulation forcée. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? » J'ai regardé Julien qui se tenait tranquillement dans le coin. Il m'a fait un signe encourageant. « Ma mère, ai-je chuchoté. Elle a essayé de me faire tenir debout. Elle m'a tiré fort. » La mâchoire du médecin s'est serrée. Elle a pris des notes sur sa tablette. Ses mouvements étaient délibérés. Ce genre de manipulation sur une blessure comme la vôtre est incroyablement dangereux. Vous auriez pu subir des dommages permanents. Comprenez-vous cela? J'ai hoché la tête. Ma mère avait été prête à me blesser davantage, juste pour prouver qu'elle pouvait me faire marcher. Julien s'est avancé. « Docteur, ce n'est pas le premier incident. J'ai été témoin de multiples occasions où la patiente a été mise sous pression ou forcée physiquement à tenter des mouvements au-delà de ses capacités. Est-ce vrai, Léa? » La question planait dans l'air. C'était ma chance de dire la vérité, de dire enfin les mots que j'avais avalés pendant 3 ans. Mais des années de conditionnement rendaient ma gorge serrée, faisaient résonner la voix de ma mère dans ma tête. « Ne me fais pas passer pour une méchante, ne sois pas dramatique, ne gâche pas ça pour moi. » « C'est de la maltraitance, pas des soins ?» a dit Julien doucement, s'approchant de moi, et elle mérite d'être en sécurité. Le mot encore, maltraitance. Chaque fois que quelqu'un le disait, cela devenait plus réel, plus difficile à nier. « Oui, ai-je chuchoté. C'est vrai. » Le médecin a hoché la tête lentement. « Je dois documenter cela et je suis tenue de le signaler. » Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère a résonné depuis le couloir. « Où est-elle? Où est ma fille? Vous ne pouvez pas m'empêcher de la voir? » Elle a fait irruption par la porte. Son maquillage étalé maintenant, son blazer parfait froissé. Elle avait l'air sauvage, désespérée. Quand elle m'a vue, le soulagement a traversé son visage, rapidement remplacé par cette performance familière. « Oh, Dieu merci, tu vas bien? » Elle s'est précipitée vers moi, mais Julien s'est interposé entre nous. J'étais si inquiète quand tu es partie sans rien dire. « Madame, vous devez reculer. » La voix du médecin était ferme. Les yeux de ma mère ont parcouru la pièce, lisant la situation. « C'est ridicule. » Elle est encline à l'exagération. Elle l'a toujours été. Une petite chute et soudain c'est une urgence médicale. Une petite chute. Une infirmière qui vérifiait mes constantes a levé les yeux, sa voix tranchante. Elle a une commotion cérébrale, de multiples contusions et une inflammation spinale aggravée. Ce n'était pas une petite chute. C'était un accident. Elle a perdu l'équilibre. Ce n'est pas ce que les témoins ont dit. Le médecin a sorti son téléphone, montrant à ma mère quelque chose sur l'écran. Quelqu'un a posté le direct en ligne. Nous avons vu les images. Le visage de ma mère est devenu pâle. L'équipe de tournage, l'équipe du docteur Mercier, bien sûr, il l'avait posté. C'était censé être son triomphe, sa preuve. Au lieu de cela, c'était une pièce à conviction. Cette vidéo ne montre pas. C'est pris hors contexte. Ma mère a bafouillé. Elle vous montre tirant votre fille de son fauteuil roulant et la forçant à tenter de se tenir debout malgré ses protestations. Elle montre qu'elle tombe et que vous continuez à lui mettre la pression au lieu d'aider. La voix du médecin était clinique, détachée. « Madame, j'ai besoin que vous sortiez maintenant. »« C'est ma fille. » Et en ce moment, c'est ma patiente. Dehors. La sécurité est apparue à la porte. Quelqu'un les avait appelés en anticipant cela. Ma mère m'a regardée, ses yeux suppliants, désespérés. « Léa, dis-leur. Dis-leur que je ne te ferai jamais de mal. Dis-leur que j'essayais juste d'aider. » J'ai ouvert la bouche. Une partie de moi, la partie qui avait été entraînée pendant des années à la protéger, à trouver des excuses, à tout lisser, voulait dire les mots qu'elle avait besoin d'entendre. Mais j'étais si fatiguée de jouer la comédie, si fatiguée d'être sa preuve, son projet, sa marionnette. « Tu m'as fait mal, » ai-je dit doucement. « Tu me fais mal depuis longtemps. »
Quelque chose dans le visage de ma mère s'est effondré, puis durci, puis tordu en quelque chose de laid. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle sifflé, après tout ce que j'ai sacrifié. Dehors, maintenant, la sécurité s'est avancée et ma mère n'a pas eu d'autre choix que de partir. Alors qu'il l'escortait dans le couloir, j'ai entendu sa voix s'élever, proférant des menaces, faisant des promesses, insistant sur le fait que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur de ces menaces. Une assistante sociale est arrivée 1 heure plus tard, une femme aux yeux gentils et au comportement professionnel. Elle s'est présentée comme Mme Dubois et a tiré une chaise à côté de mon lit. « Léa, je suis ici parce que l'hôpital a déposé un signalement. » Plusieurs signalements, en fait. J'ai besoin de vous poser quelques questions et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Vous sentez-vous en sécurité à la maison? La question semblait énorme. En sécurité? Qu'est-ce que cela signifiait encore? J'avais vécu avec ma mère pendant 3 ans depuis l'accident et avant cela toute ma vie. Elle était la seule famille qu'il me restait après la mort de mon père. Où d'autres irais-je? Mais la sécurité ne consistait pas à n'avoir nulle part où aller. La sécurité consistait à ne pas avoir peur dans sa propre maison, à ne pas se réveiller en se demandant quelle performance vous devriez donner ce jour-là, à ne pas être traité comme un problème nécessitant une réparation. Non, ai-je chuchoté, je ne me sens pas en sécurité. Madame Dubois a hoché la tête, prenant des notes. Julien se tenait dans le coin, témoin, soutenant sans interférer. Et j'ai senti quelque chose bouger en moi comme un poids que je portais depuis des années commençant enfin à se lever. Pouvez-vous me parler d'autres incidents, des moments où vous vous êtes senti en danger ou avez été blessé? Je lui ai tout dit. Les freins de fauteuil verrouillés, la batterie cachée, les menaces, le docteur Mercier et les 12 000 €. La pression pour performer, pour me tenir debout, pour prouver que j'allais mieux même quand mon corps ne pouvait pas. Les bleus, la façon dont ma mère me parlait différemment quand nous étions seuls par rapport à quand les gens regardaient. Madame Dubois écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions de clarification, son expression devenant plus préoccupée à chaque détail. Ma mère a essayé de faire irruption à nouveau. Cette fois, Madame Dubois s'est levée et l'a accueillie à la porte. « Madame, c'est une conversation privée? Vous devez sortir. »« Privée avec ma propre fille? Qui vous prenez-vous pour être? » Je suis une assistante sociale menant une enquête sur des allégations de maltraitance et en ce moment vous interférez avec cette enquête. La voix de Madame Dubois était calme, mais inébranlable. Si vous continuez à perturber ce processus, je ferai retirer de l'hôpital entièrement par la sécurité. Le visage de ma mère a traversé un cycle d'émotions. Rage, panique, calcul. Finalement, elle a reculé, mais ses yeux étaient verrouillés sur moi. Je pouvais lire le message clairement. « Tu vas le regretter. » Après que Madame Dubois eut terminé son entretien, elle a passé quelques appels. J'ai entendu des fragments de conversation. Placement d'urgence, sauvegarde de justice, enquête financière. Chaque phrase rendait la situation de ma mère plus réelle, plus sérieuse. Un comptable de l'hôpital est arrivé posant des questions sur mes dépenses médicales et mon assurance. C'est là que les choses ont empiré pour ma mère. Le comptable a découvert des divergences, de grandes divergences. L'argent de la subvention que ma mère avait reçue ne correspondait pas à mes soins médicaux réels. Des milliers d'euros manquaient à l'appel. « Madame Valérie, a dit le comptable avec précaution, pouvez-vous expliquer où les fonds désignés pour les soins à long terme de votre fille ont été alloués? » Ma mère se tenait dans le couloir. Il ne la laissait pas rentrer dans ma chambre, mais nous pouvions l'entendre à travers la porte partiellement ouverte. J'ai utilisé cet argent exactement comme prévu. Pour ses soins, pour des traitements. Selon ces dossiers, votre fille n'a pas reçu la plupart des traitements que vous avez déclarés dans vos demandes de subvention. Et les traitements qu'elle a reçus ne correspondent pas au montant retiré du fonds. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, madame. Nous avons recoupé avec les demandes d'assurance, les dossiers médicaux et la facturation de l'établissement. L'argent n'est pas là où vous avez dit qu'il était. Silence, puis la voix de ma mère. Plus petite que je ne l'avais jamais entendue. J'allais le rembourser une fois qu'elle marcherait à nouveau. Une fois que la nouvelle subvention arriverait, j'allais tout remplacer. C'est de la fraude, madame. Le mot a résonné dans le couloir. Fraude ajoutée à maltraitance, ajoutée à négligence médicale, ajoutée à mise en danger d'un adulte handicapé.
j'ai entendu ma mère commencer à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Pas le genre performatif qu'elle utilisait pour les publics. Mais je ne pouvais pas avoir pitié d'elle. Pas après tout ça. Un officier de police est arrivé vers 19 heures ce soir-là. Un jeune professionnel avec un bloc-notes et une caméra piéton. Il a demandé à ma mère de venir avec lui pour répondre à quelques questions. Elle a essayé de refuser, a essayé de prétendre que tout cela était un malentendu, a essayé de jouer la victime, mais trop de gens avaient vu trop de choses. Le direct, les témoins, les preuves médicales. Ses propres mots capturés par la caméra. « C'est toi qui fais ça », a-t-elle dit, me pointant du doigt depuis le couloir. « Tu détruis ta propre mère. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai abandonné. Tout ce que tu as fait était pour toi-même, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'espérais. Je n'ai jamais été ta fille. J'étais ton projet, ta preuve, ton moyen d'obtenir de l'argent et de l'attention et de l'admiration. Je t'aimais. Tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. Il y a une différence. » L'officier l'a escorté. Alors qu'il marchait dans le couloir, je l'ai entendu crier, marchander, menacer. La performance ne fonctionnait plus. Personne n'applaudissait, et j'étais assise dans mon lit d'hôpital, épuisée mais étrangement légère, regardant ma mère disparaître au coin du couloir. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Ils m'ont gardée à l'hôpital pour la nuit en observation. La commotion n'était pas grave, mais les médecins voulaient me surveiller. Je pense qu'ils voulaient aussi me tenir éloignée de ma mère pendant que l'enquête avançait. Quoi qu'il en soit, je ne me suis pas plainte. Le lit d'hôpital était plus confortable que n'importe quelle nuit passée à la maison de mémoire récente. Julien est resté avec moi jusqu'à la fin des heures de visite. Avant de partir, il a serré ma main. « Tu as fait la bonne chose », a-t-il dit doucement. « La chose la plus difficile, mais la bonne chose. » Je n'étais pas sûre de le croire encore. Une partie de moi se sentait encore coupable, comme si j'avais trahi ma mère, comme si j'aurais dû essayer plus fort de la protéger. Des années de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Le lendemain matin a apporté une visiteuse inattendue. Une femme que je n'avais pas vue depuis plus d'une décennie se tenait dans l'embrasure de ma porte. Le visage pâle et tiré, il m'a fallu un moment pour la reconnaître, la jeune sœur de ma mère, tante Sophie. « Léa », a-t-elle soufflé, se précipitant à mon chevet. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. J'aurais dû venir plus tôt, j'aurais dû. » Elle s'est interrompue, les larmes coulant sur son visage. J'avais oublié que j'avais même une tante. Ma mère avait coupé tout contact avec sa famille il y a des années, citant un vague désaccord. Nous ne parlions jamais d'eux. C'était comme si tout ce côté de la famille avait été effacé. « Comment as-tu su que j'étais ici ?» ai-je demandé. J'ai vu le direct. Quelqu'un l'a partagé et j'ai reconnu Valérie immédiatement. Elle a tiré une chaise, ses mains tremblant. J'ai conduit toute la nuit pour arriver ici. Léa, je dois te dire quelque chose. Quelque chose sur ta mère, quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre. Je n'étais pas sûre de vouloir comprendre. Comprendre semblait dangereux, comme si cela pouvait me faire sympathiser, me faire reconsidérer. Mais tante Sophie avait l'air si désespérée, si coupable que j'ai hoché la tête. Ta mère a grandi dans une maison qui était brutale, a-t-elle commencé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Notre mère, ta grand-mère, était obsédée par les apparences, par la perfection. Tout signe de faiblesse était accueilli par une punition. Une punition physique, mais aussi une cruauté émotionnelle qui laissait des cicatrices plus profondes. J'écoutais, mon estomac se nouant. Quand Valérie avait 16 ans, notre jeune frère, ton oncle Jacques, a été diagnostiqué épileptique. Il avait des crises. C'était gérable avec des médicaments, mais notre mère, elle voyait ça comme honteux, embarrassant. Elle disait aux gens qu'il était en pensionnat, mais en réalité, elle l'avait pratiquement enfermé dans sa chambre, refusant de l'emmener chez les médecins parce qu'elle ne voulait pas que quiconque sache. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» ai-je demandé, bien que je sache déjà que la réponse ne serait pas bonne. Il est mort quand il avait 18 ans, une crise qui aurait pu être évitée avec les médicaments appropriés. Tante Sophie a essuyé ses yeux. Après ça, Valérie a changé. Elle était devenue obsédée par le fait de ne jamais montrer de faiblesse, de ne jamais être vulnérable, de ne jamais laisser personne voir moins que la perfection. Elle a coupé les ponts avec toute notre famille parce que nous lui rappelions ce qui s'était passé, parce que nous connaissions la vérité.
J'ai senti quelque chose bouger en moi. Cela n'excusait pas ce que ma mère avait fait, mais cela expliquait le désespoir, l'obsession, la façon dont elle avait transformé ma blessure en un échec personnel qui devait être réparé à tout prix. Quand tu as eu ton accident, a continué Sophie, je voulais te contacter, mais Valérie a été claire sur le fait que je n'étais pas la bienvenue. Elle a dit qu'elle gérait tout, que tu étais sa responsabilité, pas la mienne. Elle a saisi ma main. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû prendre de tes nouvelles. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit doucement. Elle est très douée pour éloigner les gens. Je sais, j'ai appris ça en grandissant avec elle. Sophie a hésité. Mais Léa, tu dois savoir ce qu'elle t'a fait. C'est le même cycle que notre mère nous a fait traverser. La pression de performer, l'incapacité d'accepter l'imperfection, la rage quand la réalité ne correspondait pas à son fantasme. Valérie est devenue exactement ce qu'elle avait juré de ne jamais être. Les mots planaient entre nous. Ma mère avait passé sa vie à fuir son passé, seulement pour le recréer avec moi comme victime à sa place. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, au poste de police, ma mère faisait face à un tout autre type de règlement de compte. Je n'apprendrai les détails que plus tard, mais Julien m'a raconté ce qui s'est passé. Elle avait été amenée pour interrogatoire sur la fraude aux subventions, la négligence médicale, la mise en danger physique. Au début, elle a maintenu son sang-froid, insistant sur le fait que tout était un malentendu, qu'elle était victime d'une conspiration pour détruire sa réputation. Mais à mesure que les officiers présentaient des preuves, les dossiers financiers, les demandes de subventions falsifiées, les images vidéo, les déclarations des témoins, sa façade a commencé à se fissurer. « Je la réparais », a-t-elle finalement dit, sa voix s'élevant. Quelqu'un devait la réparer. Elle était cassée, et j'étais la seule à me soucier assez pour faire ce qui devait être fait. L'officier menant l'interrogatoire est resté calme. « Madame, votre fille a une lésion documentée de la moelle épinière. Elle n'est pas cassée, elle est handicapée. Il y a une différence. Il ne devrait pas y en avoir. Elle ne devrait pas avoir à être handicapée. Je lui ai tout donné, les meilleurs médecins, les meilleurs soins, des années de ma vie, et elle est toujours dans ce fauteuil, toujours faible, me faisant toujours passer pour un échec. Il ne s'agit pas de vous, madame. Tout tourne autour de moi. » Les mots ont explosé hors d'elle. J'ai construit toute ma vie autour d'eux. Être la mère parfaite, la soignante dévouée, la femme qui n'a jamais abandonné sa fille. Si elle ne marche pas, alors à quoi tout cela a-t-il servi? Pourquoi ai-je tout sacrifié? L'officier a pris une note. Qu'avez-vous sacrifié? Tout. Ma vie sociale, mes opportunités de carrière, ma dignité, regarder les gens me plaindre. Et l'argent. Savez-vous combien il est coûteux de maintenir les apparences, d'organiser des événements, de porter les bons vêtements, de projeter le succès? J'ai dû utiliser une partie des fonds de soins juste pour maintenir l'image d'une mère qui avait tout sous contrôle. Donc, vous avez commis une fraude. Ma mère était devenue silencieuse. La réalité de ce qu'elle avait admis semblait la frapper tout d'un coup. « J'allais le rembourser », a-t-elle chuchoté, une fois que Léa marcherait à nouveau, une fois que j'aurais obtenu la nouvelle subvention. C'était temporaire. C'était tout temporaire jusqu'à ce que tout soit parfait à nouveau. Votre fille ne marchera peut-être jamais plus, Madame Valérie. Sa blessure est permanente. Non, non, vous ne comprenez pas. Elle a juste besoin d'essayer plus fort. Elle a besoin de la bonne motivation. Elle a besoin d'être en sécurité. Et elle n'était pas en sécurité avec vous. C'est là que ma mère s'est finalement effondrée complètement. Pas les larmes performatives qu'elle avait utilisées lors des fêtes, mais quelque chose de brut et de laid et de réel. Elle a sangloté dans ses mains, son identité soigneusement construite se brisant comme du verre. « Je ne voulais pas être comme ma mère », a-t-elle haleté entre les sanglots. « J'ai juré que je ne serais jamais comme elle. J'ai juré que je serais différente. »« Mais vous ne l'étiez pas », a dit l'officier doucement. « Vous êtes devenu exactement ce que vous fuyiez. » De retour à l'hôpital, tante Sophie est restée avec moi tout l'après-midi. Elle m'a raconté des histoires. Sur ma mère enfant. La fille qui avait été écrasée sous des attentes impossibles, qui avait regardé son frère mourir de négligence, qui avait construit des murs si hauts autour d'elle que personne ne pouvait voir les dégâts en dessous. « Je ne pense pas qu'elle ait jamais traité ce qui est arrivé à Jacques, » a dit Sophie. « Elle n'a jamais fait son deuil, n'a jamais cherché d'aide.
Elle a juste décidé d'être parfaite, de ne jamais montrer de faiblesse, de prouver qu'elle n'avait rien à voir avec notre mère. Mais le traumatisme ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas juste décider d'être différente. Tu dois faire le travail. Elle a fait de moi son travail à la place, ai-je dit doucement. Oui, elle l'a fait. Sophie a serré ma main, et c'était mal. Comprendre pourquoi quelqu'un t'a blessé ne signifie pas lui pardonner. Cela signifie juste que tu peux arrêter de te demander si tu l'as mérité. Ces mots se sont installés dans ma poitrine comme une clé tournant dans une serrure. Je ne méritais pas ce que ma mère avait fait. Sa douleur ne justifiait pas la mienne. Son traumatisme n'excusait pas sa maltraitance. Ce soir-là, après que Sophie soit partie pour trouver un hôtel, je suis restée allongée dans le lit d'hôpital à fixer le plafond. J'ai pensé au cycle. Comment le traumatisme passe de génération en génération comme une maladie génétique. Comment les gens blessés blessent les gens. Comment ma mère avait passé toute sa vie à essayer d'échapper à son passé seulement pour m'y entraîner. Mais j'ai aussi pensé à la façon dont les cycles pouvaient être brisés. Comment je pouvais choisir un chemin différent. Comment je n'avais pas apporté ces dégâts plus loin. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes et m'a trouvée en train de pleurer. Pas de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait à du chagrin et du soulagement mélangés. « Est-ce que ça va? » a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Je pense que ça ira. Pour la première fois depuis des années, je le croyais vraiment. Le lendemain matin, tante Sophie est revenue avec une enveloppe dans ses mains. Elle avait l'air nerveuse, presque coupable, alors qu'elle s'asseyait à côté de mon lit. « J'ai gardé quelque chose, » a-t-elle dit doucement. « Les documents de fiducie de ton père, ceux établissant le fonds médical pour tes soins. » Mon cœur a sauté un battement. Ma mère a dit qu'elle gérait ce fonds. Elle le faisait, mais elle n'était pas censée être la seule avec un accès. Sophie a ouvert l'enveloppe, sortant des papiers à l'aspect officiel. Ton père a spécifié que lorsque tu aurais 25 ans, le contrôle du fonds te serait transféré, ou plutôt s'il y avait des preuves de mauvaise gestion. J'ai cinq ans. Je sais. Le visage de Sophie s'est chiffonné de culpabilité. Ta mère m'a dit que tu avais signé des papiers choisissant de la garder comme gestionnaire. Je l'ai cru, je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Et puis quand j'ai vu cette vidéo hier, j'ai su. J'ai su qu'elle avait menti sur tout. Elle m'a tendu les papiers. Mes mains tremblaient alors que je les lisais. Le fonds était substantiel, près de 200 000 €, destiné à couvrir mes soins pendant des années. Mais selon les relevés de compte que Sophie avait demandés, il restait moins de 60 000 €. Ma mère m'avait volé. Pas emprunté, volé. Il y a un processus pour transférer le contrôle, a expliqué Sophie. Tu devras signer quelques papiers, déposer une plainte auprès de la banque. Mais Léa, cet argent est à toi. Il était toujours censé être à toi. Cet après-midi-là, j'ai tout signé. Des formulaires pour transférer le contrôle du fonds, des formulaires pour autoriser un audit de la façon dont l'argent avait été dépensé, des formulaires pour s'assurer que ma mère ne pourrait plus jamais y toucher. C'était comme reprendre un morceau de moi-même. Madame Dubois, l'assistante sociale, a visité à nouveau ce soir-là. Elle avait des mises à jour, la plupart sombres pour ma mère, mais libératrices pour moi. La police va de l'avant avec de multiples chefs d'accusation, a-t-elle dit. Négligence médicale, fraude financière, abus émotionnel et mise en danger d'un adulte handicapé. Le procureur pense qu'ils ont un dossier solide, surtout avec les preuves vidéo et les témoignages. Qu'est-ce que cela signifie pour elle? Ai-je demandé. Une peine de prison potentiellement. Des amendes, une thérapie obligatoire, la perte d'accès à tous les fonds désignés pour vos soins et une ordonnance de protection si vous en voulez une. Une ordonnance de protection, une protection légale contre ma propre mère, une partie de moi se sentait coupable même de l'envisager. Mais une autre partie, la partie qui avait été étouffée pendant 3 ans, la partie qui avait été forcée de performer et de se tenir debout et de faire ses preuves encore et encore, cette partie voulait la protection. Oui, ai-je dit, je veux l'ordonnance de protection. Madame Dubois a hoché la tête. Je déposerai les papiers aujourd'hui. En attendant, nous avons organisé un placement temporaire pour vous dans une résidence médicalisée avec des aménagements d'accessibilité. C'est juste jusqu'à ce que nous puissions vous trouver une situation plus permanente. Je ne peux pas retourner à la maison. Pas tant que votre mère y a accès. Et honnêtement, Léa, je ne pense pas que vous devriez. Cet environnement n'est pas sûr pour vous. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison.
Mais l'idée de quitter la seule maison que j'avais connue, de recommencer complètement à zéro, me terrifiait. Julien a dû voir la peur sur mon visage parce qu'il a parlé depuis le coin où il observait tranquillement. « Tu ne seras pas seule là-dedans. Je t'aiderai à faire la transition et je continuerai ta kinésithérapie dans le nouvel établissement. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, mais je vais le faire quand même. » Il a souri légèrement. Quelqu'un doit s'assurer que tu reçois de vrais soins médicaux, au lieu d'absurdités motivationnelles. Malgré tout, j'ai ri. Cela semblait étrange, étranger, comme un muscle que j'avais oublié comment utiliser. Le processus de sortie a pris 2 jours. Paperasse, arrangement, appel téléphonique avec des agences et des établissements et des avocats. Ma mère a essayé d'appeler à plusieurs reprises, mais l'hôpital a bloqué son numéro. Elle a essayé de visiter, mais la sécurité l'a renvoyée. Elle apprenait que son contrôle sur moi avait finalement pris fin de façon permanente. La résidence médicalisée n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Lumineuse, moderne, avec un personnel qui me traitait comme une personne au lieu d'un problème. Ils m'ont aidé à m'installer dans une petite chambre confortable avec une salle de bain accessible, des meubles ajustables et une fenêtre qui donnait sur un jardin. Pour la première fois en 3 ans, j'avais de l'intimité, un espace à moi seule. Julien venait 3 fois par semaine pour la kinésithérapie, de la vraie kinésithérapie, le genre qui respectait mes limitations tout en m'aidant à développer ma force. Il ne me poussait jamais à faire plus que je ne pouvais, ne traitait jamais mon handicap comme quelque chose à surmonter ou à guérir. Juste quelque chose avec quoi travailler. « Comment t'adaptes-tu » a-t-il demandé un jour, environ 2 semaines après que j'ai quitté l'hôpital. « C'est étrange, ai-je admis. Je continue d'attendre que quelque chose de mauvais arrive, comme si j'attendais encore que l'autre chaussure tombe. C'est normal, tu as passé des années en mode survie. Ton corps n'a pas encore appris que tu es en sécurité maintenant. » En sécurité, ce mot encore. Je commençais à y croire. Madame Dubois m'a mise en contact avec un groupe de soutien pour les survivants de maltraitance parentale. Je suis allée à ma première réunion terrifiée, convaincue que je ne m'intégrerais pas, que mon histoire n'était pas assez grave pour compter. Mais alors que les gens partageaient leurs expériences, la manipulation, le contrôle, la façon dont l'amour se tordait en quelque chose de toxique, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Ces gens comprenaient, ils l'avaient vécu aussi. Une femme nommée Brenda, qui avait à peu près mon âge, a parlé de sa mère, qui avait contrôlé chaque aspect de sa vie par la culpabilité et la manipulation financière. Le plus dur, a-t-elle dit, a été de réaliser que aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser te faire du mal. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. 6 semaines après avoir quitté l'hôpital, ma mère a demandé une rencontre supervisée. Madame Dubois l'a présentée comme mon choix. Je pouvais refuser si je voulais, mais une partie de moi avait besoin de la voir, avait besoin de dire des choses que je n'avais jamais pu dire auparavant. La rencontre a eu lieu dans un bureau neutre avec Madame Dubois, présente en tant que médiatrice. Ma mère est arrivée en paraissant plus petite que dans mon souvenir. Ses cheveux n'étaient pas coiffés parfaitement. Son maquillage était minime. Les blazers et les vêtements de créateur avaient été remplacés par un simple pull. Elle avait l'air humaine, brisée, réelle. Nous nous sommes assises, l'une en face de l'autre, à une table. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a chuchoté. « Je voulais que le monde m'admire. » « Je sais, ai-je dit doucement, mais je voulais juste ma mère. » Son visage s'est chiffonné. Je pensais que je t'aidais. Je pensais que si je pouvais juste te faire marcher à nouveau, tout irait bien. Tu serais heureuse. Je serais une bonne mère. Tout le monde verrait que j'ai tout fait correctement. Mais il ne s'est jamais agi de mon bonheur. Il s'agissait de ton image. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a fermée. Après un moment, elle a hoché la tête. Tu as raison, j'ai tout ramené à moi. Je ramène toujours tout à moi. Mon thérapeute dit, il dit que j'ai beaucoup de travail à faire. J'espère que tu feras ce travail, ai-je dit. Et je le pensais vraiment, pas pour elle, mais parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre souffre de ce que j'avais souffert. Peux-tu me pardonner? A-t-elle demandé, sa voix petite. J'ai réfléchi à cette question avec soin. Le pardon semblait trop grand, trop compliqué. Peut-être un jour, mais pas maintenant, pas quand les blessures étaient encore fraîches. Je peux comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait, ai-je dit finalement. Mais je ne suis pas prête à pardonner et j'ai besoin de distance avec toi pour ma propre guérison.
Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a hoché la tête. « Je comprends. » En quittant cette réunion, je me sentais plus légère. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire. J'avais posé la limite que j'avais besoin de poser et je l'avais fait sans cruauté, sans vengeance, juste avec honnêteté. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans mon propre appartement accessible grâce à un programme de services sociaux accélérés. C'était petit, mais à moi. Je l'ai décoré moi-même. Des couleurs vives, des plantes, des photos d'endroits que je voulais visiter un jour. Pas de fauteuil roulant caché en guise de punition. Pas de porte verrouillée. Pas de performance, juste de l'espace pour être moi-même. Julienne m'a aidée à emménager avec tante Sophie et quelques personnes de mon groupe de soutien. Nous avons commandé des pizzas et nous sommes assis par terre. Enfin, ils se sont assis par terre pendant que je restais dans mon fauteuil et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être à ma place. L'affaire judiciaire contre ma mère a avancé. Elle a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation et a reçu une peine avec sursis, des amendes et une obligation de soins. Elle a perdu tout accès à mon fonds médical. L'ordonnance de protection, elle est restée en place. Je n'ai pas assisté aux audiences. Je n'en avais pas besoin. Ce chapitre était clos. Un soir, environ 6 mois après que tout ait changé, j'ai assisté à un événement communautaire pour les droits des personnes handicapées. Cela se tenait dans un centre culturel local et la salle était remplie de gens qui comprenaient ce que signifiait naviguer dans un monde qui n'était pas construit pour nous. Quelqu'un m'a demandé si je voulais partager mon histoire. Pendant un moment, j'ai hésité. Prendre la parole semblait dangereux, vulnérable, comme m'ouvrir au jugement. Mais ensuite, j'ai pensé à Brenda de mon groupe de soutien, à Julien, qui s'était levé pour moi quand je ne pouvais pas me lever pour moi-même, à tante Sophie, qui avait conduit toute la nuit pour aider une nièce qu'elle connaissait à peine. J'ai roulé jusqu'au mot au micro. Je m'appelle Léa, ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement, et pendant longtemps, j'ai pensé que guérir signifiait devenir ce que les autres voulaient pas que je sois. Cela signifiait se lever, littéralement, pour prouver que j'étais digne d'amour et de soins. Cela signifiait jouer la guérison même quand mon corps ne pouvait pas suivre. Les gens dans le public hochaient la tête. Ils comprenaient. Mais j'ai appris quelque chose d'important. J'ai continué, ma voix devenant plus forte. La guérison ne consiste pas à plaire aux autres. Il ne s'agit pas de répondre aux attentes ou au calendrier de quelqu'un d'autre. Il s'agit de se réapproprier soi-même. Il s'agit de construire une vie qui respecte qui vous êtes en ce moment, pas qui quelqu'un souhaite que vous deveniez. Quand j'ai fini de parler, la salle a éclaté en applaudissements. Mais plus important encore, les gens sont venus me voir après pour partager leurs propres histoires, pour dire merci, pour me dire que j'avais donné une voix à quelque chose qu'ils avaient ressenti mais ne pouvaient pas exprimer. Au premier rang, Julien regardait avec une fierté tranquille. Il m'a fait un signe de tête, juste un petit geste de reconnaissance, et je lui ai souri en retour. Cette nuit-là, en rentrant dans mon appartement, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à ma mère, au cycle de traumatisme qu'elle n'avait jamais brisé, aux dégâts qui avaient été transmis de génération en génération. Mais j'ai aussi pensé au choix, à la façon dont je pouvais choisir différemment, à la façon dont je pouvais construire une vie basée sur l'authenticité au lieu de la performance, sur l'acceptation de soi au lieu de prouver ma valeur. Je ne marcherai plus jamais. Les médecins avaient été clairs là-dessus. Ma lésion spinale était permanente. Mais pour la première fois en 3 ans, je me tenais debout, non pas sur mes jambes, mais sur les fondations de ma propre vie, selon mes propres termes, à ma propre manière. Et c'était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. Quand protéger sa propre vie devient-il plus important que de protéger la personne qui vous l'a donnée? Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres histoires puissantes sur la libération et la découverte de soi.